ma famille a préféré le mariage de ma sœur. J'ai dit très bien, ignorant qu'il manquerait ma cérémonie dans ma villa à 6 € en Toscane. En voyant les photos, ils sont restés sans voix. Je m'appelle Élise Dubois. J'ai 31 ans et je vis à Lyon. Il y a 8 mois, j'ai envoyé mes faire-part de mariage, imprimés sur du papier fait main, scellés à la cire et adressés à la main à chaque membre de ma famille que j'aimais. Le lieu était réservé, l'hôtel aussi, le menu finalisé. Tout devait être simple, intime et joyeux. Puis, il y a 2 mois, ma sœur cadette, Chloé, a annoncé qu'elle se mariait aussi. Le même jour. Elle a parlé de coïncidence, de destin, et mes parents ont été d'accord. Hier soir, mon téléphone s'est allumé avec un message de ma mère, le mariage de ta sœur est la priorité de la famille. Nous ne pouvons pas venir au tien. Juste comme ça. Pas un appel, pas une question, juste une décision prise sans moi. J'ai fixé l'écran, senti cette oppression familière dans ma poitrine, et j'ai tapé 2 mots en retour, très bien. Ils pensaient que j'acceptais en silence. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je devais déjà planifier un mariage dont ils ignoraient tout, dans un endroit qu'ils n'avaient jamais vu et avec des gens qui leur montreraient bientôt ce que signifie une vraie famille. Ils n'avaient aucune idée du genre de mariage que j'organisais ni de qui serait réellement présent. Avez-vous déjà vu votre famille choisir le bonheur de quelqu'un d'autre au détriment du vôtre? En y repensant, je peux retracer chaque étape jusqu'au début discret d'un favoritisme qui s'est épanoui bien avant que j'aie les mots pour le nommer. Dans notre maison, le rire de Chloé était le soleil, et tout le reste gravitait autour. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque remise de diplôme finissait d'une manière ou d'une autre par tourner autour d'elle. Si elle réussissait brillamment un récital de danse, la maison se remplissait de ballons et de champagne. Si je gagnais un concours de sciences, j'avais droit à un sourire fatigué et à un rappel de ne pas veiller trop tard la prochaine fois. Je me souviens encore de mon 8e anniversaire. J'avais demandé un petit gâteau en forme d'étoile parce que j'adorais l'astronomie, mais le jour J, le gâteau était rose, couvert de chaussons de danse. Ta sœur avait déjà le moule, a dit maman, comme si cela expliquait tout. J'ai soufflé mes bougies en silence pendant que Chloé tourbillonnait à côté de moi, exhibant le tutu qu'elle avait reçu pour avoir aidé à organiser ma fête. C'était toujours comme ça. L'histoire de notre famille était écrite de la main de Chloé. Chaque matin de Noël, ses cadeaux étaient emballés dans du papier doré, parfaitement alignés sous le sapin. Les miens étaient moins nombreux, plus simples, pratiques. Des chaussettes, des carnets, 1 ou 2 livres de poche d'occasion. Quand j'ai intégré l'orchestre du lycée, papa a félicité Chloé d'être une si bonne influence. Et quand elle a trébuché pendant une représentation, toute la famille s'est précipitée pour la réconforter comme si le monde s'était écroulé. J'étais assise dans le public, applaudissant doucement, invisible. En grandissant, ces petits moments sont devenus plus vifs. À 15 ans, j'ai ramené mon premier bulletin rempli de mentions très bien, pensant que peut-être, juste peut-être, cela les rendrait fiers. Maman y a jeté un coup d'œil, a souri faiblement et a dit, « Tu as de la chance, ma chérie. Certains enfants doivent travailler si dur. » Chloé, elle, est juste douée. Ce mot, chance, m'a brûlé plus que n'importe quelle insulte. Il donnait l'impression que mes efforts étaient accidentels, immérités. Chloé, en revanche, était née pour la grandeur. Elle n'avait jamais rien à prouver. J'ai appris très tôt que l'amour dans notre maison était conditionnel, et l'une des conditions était d'être Chloé. Mais le moment qui ne m'a jamais quitté s'est produit une nuit calme, quand j'avais 16 ans. Je rangeais les tiroirs du salon et j'ai trouvé un épais album de photos de famille. Page après page, je voyais les étapes importantes de la vie de Chloé. Son premier cours de danse, son bal de promo, son visage souriant entouré de la famille. J'ai tourné les pages et trouvé une vieille photo. Je me suis souvenu d'un portrait de famille pris lors d'un voyage d'été dans le parc national des Écrins. Je me souvenais de moi, debout, maladroite à côté de maman, les cheveux au vent, les yeux plissés par le soleil. Mais dans l'album, cette photo était différente. Le bord avait été rogné. Mon épaule était là, mais mon visage avait disparu. Quelqu'un m'avait littéralement découpé pour que le cadre soit plus net, m'a expliqué maman quand j'ai demandé. Je n'ai pas pleuré, mais quelque chose à l'intérieur de moi s'est fissuré en silence, comme du verre sous pression. Il ne s'agissait pas seulement de la photo. Il s'agissait d'être effacé de ma propre famille. À partir de cette nuit-là, j'ai cessé d'attendre d'être vu. J'ai cessé d'attendre les applaudissements, cessé d'espérer les quitter.
Je me suis plongé dans les livres, les machines, et tout ce qui n'exigeait pas de permission pour exister. Je réparais de vieilles radios, recablais des lampes, construisais de petits circuits juste pour voir quelque chose s'allumer, parce qu'au moins, ces choses-là réagissaient. Au moins, elles remarquaient quand j'essayais. Chloé, pendant ce temps, a traversé l'adolescence en dansant, comme si elle était faite de lumière. Elle ne pouvait rien faire de mal. Si elle rentrait après le couvre-feu, papa en riait. Au moins, elle est sociable. Si je faisais la même chose, on me faisait la morale pendant 1 heure sur la responsabilité. En y repensant maintenant, je réalise que nos parents ne favorisaient pas seulement Chloé, ils avaient construit toute leur identité autour de sa perfection. Elle était leur miroir, leur preuve de réussite, l'enfant qui validait leurs efforts. Moi, en revanche, j'étais l'arrière-plan, la pragmatique, la fille pratique. Et la praticité, j'ai appris, est une forme d'amour fragile. Elle disparaît dès que vous devenez un inconvénient. Il y a une photo que je garde cachée, une qui me semble encore être une métaphore de tout ce qui a suivi. Elle date de Noël, quand j'avais 17 ans. Toute la famille est assise autour de la table, tout le monde sourit, penchés les uns vers les autres. La dinde au centre, les bougies qui brillent, et au bord, il y a une chaise vide à côté de Chloé. Ma chaise. Je me souviens que c'est moi qui prenais la photo parce que maman avait dit, « Tu es doué avec les appareils photo. Faisons une où tout le monde a l'air bien. » Ils n'ont jamais pris une autre photo avec moi dessus. Cette image est restée dans ma tête pendant des années. Une famille parfaite, un siège manquant. Même maintenant, quand je pense à cette chaise vide, je comprends ce que cela signifiait. Ce n'était pas à propos de ce dîner. C'était un schéma. J'étais la fille qu'ils aimaient quand c'était facile. La fille dont ils se souvenaient quand il y avait de la place. Et quand la vie devenait chargée, quand Chloé voulait plus d'attention, quand la commodité dictait les choix, j'étais discrètement mise de côté. Pas de cris, pas de cruauté, juste une omission. Et parfois, l'omission blesse plus que les mots ne le pourraient jamais. Les études supérieures ont été la première fois où j'ai vraiment respiré. J'ai quitté la Touraine avec une seule valise, un ordinateur portable d'occasion et une bourse pour étudier la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement à HEC Paris. Je me souviens d'être debout devant la résidence étudiante le premier soir, l'air sentant légèrement l'eucalyptus, mon cœur battant à la fois de peur et de liberté. Pour une fois, il n'y avait pas de Chloé à proximité pour m'éclipser, pas de comparaison constante planant comme une ombre. Je pensais que si je travaillais assez dur, je pourrais enfin devenir quelqu'un qui valait la peine d'être vu. Je cumulais 2 petits boulots, un à la bibliothèque du campus, l'autre aidant un professeur à cataloguer des données de fret, juste pour payer mes repas et mes manuels. Certaines nuits, je m'endormais à mon bureau, les doigts encore posés sur le clavier. C'était épuisant, mais c'était à moi. Chaque service tardif, chaque café bon marché ressemblait à une petite rébellion contre la vie que j'avais laissée derrière moi. En dernière année, alors que d'autres étudiants postulaient pour des stages en entreprise, je dessinais les idées d'une start-up. Ça a commencé simplement. Les hôpitaux perdaient des millions à cause de chaînes de livraison défaillantes pour le matériel médical. Et s'il existait un système capable de suivre chaque envoi en temps réel et de réacheminer les fournitures avant que les pénuries ne surviennent? Je l'ai appelé Mediflux, juste un concept sur papier. Au début, mes camarades se sont moqués de l'idée qu'une jeune de 22 ans sans investisseur ni relation familiale puisse construire quelque chose comme ça. Mais je n'avais pas besoin de leurs croyances. J'avais besoin d'un défi. Les 2 premières années ont été brutales. Je vivais dans un appartement en colocation à Saclay, mangeant des nouilles instantanées tout en négociant des contrats avec des fournisseurs via un Wi-Fi inégal. J'ai maximisé mes cartes de crédit, emprunté à des amis et codé jusqu'à ce que mes poignets me fassent mal. Il y a eu des jours où j'ai pensé à abandonner, surtout lorsque notre premier projet pilote s'est effondré et que j'ai dû licencier la moitié de la petite équipe que j'avais constituée. Mais abandonner, c'était trop ressembler à mon ancien rôle, la fille qui disparaît discrètement quand les choses deviennent incommodantes. J'ai refusé de disparaître à nouveau. Puis la pandémie est arrivée. Les hôpitaux étaient désespérés. Les lignes d'approvisionnement se sont fracturées et le petit système de Mediflux est soudainement devenu essentiel. Nous pouvions voir sur un tableau de bord en direct où les équipements de protection individuelle étaient nécessaires, quels camions étaient en retard, comment réorienter les bouteilles d'oxygène avant qu'elles ne s'épuisent. En un printemps chaotique, tout a changé. En quelques mois, 10 groupes hospitaliers ont signé. En un an,
50 investisseurs ont afflué. Je dormais à peine, mais c'était le genre d'épuisement qui avait le goût d'un but. Quand Forbes m'a classé dans sa liste 30 Under 30, je ne l'ai pas dit tout de suite à mes parents. Je voulais entendre leur voix s'illuminer, les sentir fiers. Mais quand j'ai finalement appelé à la maison, maman a seulement dit « C'est bien, ma chérie. L'entreprise de Chloé vient de la muter à Bordeaux. Tu te rends compte à quelle vitesse elle grimpe ?» Papa a gloussé en arrière-plan. Ces trucs de technologie sont trop compliqués pour nous, mais nous sommes contents que tu sois occupé. Occupé. C'était leur expression pour tout ce qu'ils ne prenaient pas la peine de comprendre. Pourtant, j'ai continué d'avancer. À 29 ans, j'ai vendu Mediflux pour plus de 100 millions d'euros. Le chiffre ne semblait même pas réel quand il est arrivé sur mon compte. Il était là, froid, silencieux, comme un triomphe non reconnu. J'ai célébré non pas avec du champagne ou un yacht, mais avec un dîner tranquille en solitaire, un bol de pâtes et un verre de vin rouge. Cette nuit-là, j'ai regardé les lumières de la ville et j'ai réalisé que j'avais construit quelque chose à partir de ce qui me définissait autrefois, l'invisibilité. Je l'avais transformé en moteur. Mais même le succès n'a pas réécrit l'histoire à la maison. Quand je suis rentré pour Noël cette année-là, la conversation à table tournait autour des fiançailles de Chloé. Elle a fait briller sa bague sous le lustre, et maman a soupiré, elle se marie dans une si charmante famille. J'ai essayé de leur dire que j'avais été invité à prendre la parole lors d'une conférence mondiale sur la logistique à Genève. Papa a fait un geste de la main et a dit « Tu voyages trop, ma chérie. Ce n'est pas sain. Tu devrais te poser comme ta sœur. » L'effacement. C'est cette nuit-là que j'ai appris que le silence pouvait être plus puissant que n'importe quelle défense. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas expliqué. J'ai juste souri et coupé ma dinde. À l'intérieur, quelque chose a changé. Le silence est devenu ma stratégie. Je n'avais plus besoin de prouver ma valeur par leur validation. Je pouvais la prouver par la création, par l'action. Mon succès ne rentrerait jamais dans leur scénario étroit, mais ils n'en avaient pas besoin. J'ai commencé à construire une nouvelle vie en dehors de leur orbite. J'ai acheté un petit appartement avec vue sur les toits de Lyon, je l'ai rempli de l'odeur de bougies au cèdre et du murmure de la solitude. J'ai investi dans de jeunes fondatrices qui me rappelaient la fille que j'étais, débrouillarde, négligée, déterminée. J'ai visité des galeries d'art seul, pris des cours de poterie, et même appris à cuisiner à partir de rien. Avec chaque nouvelle compétence, chaque soirée tranquille, je sentais que je réécrivais la définition de la famille. Ce n'était pas une question de sang. C'était une question de qui croyait en vous quand personne d'autre ne le faisait. Des années plus tard, quand mon fiancé m'a demandé en mariage, ce n'était pas lors d'une grande démonstration. C'était dans la cuisine, de la farine sur nos mains après avoir étalé de la pâte à pâte. Il m'a regardé et a dit, « Tu n'as plus rien à prouver. Tu as déjà construit tout ce que tu cherchais. » J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était la première fois que quelqu'un me disait ça. J'ai annoncé mon mariage 8 mois à l'avance, en partie par excitation, en partie par habitude. J'avais toujours été l'organisatrice, celle qui était prudente, qui anticipait, qui s'assurait qu'il y avait de la place pour tout le monde. J'ai écrit les faire par moi-même, chacun scellé à la cire dorée avec une feuille d'olivier pressée à l'intérieur, un petit symbole de paix et d'appartenance. Je les ai postés à la main, un par un, avec le sentiment que peut-être, cette fois, tout finirait par se mettre en place. Quand je suis passé chez mes parents pour leur remettre le leur, maman a souri poliment en le lisant. Dans 8 mois. Tu es vraiment organisée, a-t-elle dit avant d'ajouter, ne t'inquiète pas, ma chérie. Bien sûr que nous serons là. Papa m'a tapoté l'épaule, ses yeux déjà tournés vers la télévision. Pourtant, pendant un instant, je les ai crus. Au cours des mois suivants, je me suis investi dans chaque détail de la journée. Le lieu était simple, un vignoble en Provence, non loin d'Aix-en-Provence, entouré de collines dorées et de champs de lavande. Le genre d'endroit qui n'avait pas besoin de décoration parce que la beauté était déjà dans l'air. Je l'avais choisi précisément parce que je pensais que mes parents l'adoreraient. Ils avaient toujours voulu visiter cette région, et je les imaginais assis sous les guirlandes lumineuses, me regardant descendre l'allée, souriant comme sur les vieilles photos de famille. Cela me semblait être la bonne chose à faire, la chose adulte, la chose pleine d'espoir. Puis, 3 mois avant le mariage, Chloé a appelé. Sa voix pétillait de joie. On a trouvé le lieu de nos rêves, a-t-elle dit, à bout de souffle. Tu y crois?
Il est disponible exactement à la même date que le tien. C'est comme le destin. Pendant une seconde, je n'ai même pas réalisé. J'ai cru qu'elle plaisantait. Attends, ai-je dit lentement. Tu veux dire le même week-end? Non, a-t-elle ri. Le même jour. C'est fou, non? Mais ce n'est pas grave. Nous sommes sur la côte atlantique, donc ça ne posera pas de problème pour les invités qui peuvent voyager plus tard. Je suis resté assise sur le canapé, le téléphone collé à l'oreille, regardant la neige tomber par la fenêtre. Ce n'était pas seulement les mots, c'était le ton, léger, insouciant, comme si elle s'était appropriée une date qui était libre, comme si je ne l'avais pas choisie en premier. 2 jours plus tard, j'ai reçu un autre appel, cette fois de maman. Sa voix était prudente, répétée. Ma chérie, à propos des dates de mariage. Tu sais comment est Chloé. Elle est très émotive en ce moment. La famille de son fiancé ne pouvait que ce week-end-là. Et puis, c'est la petite dernière. Elle veut vraiment que tout le monde soit là. J'ai senti ma gorge se serrer. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Maman a soupiré doucement, comme si c'était elle qui était lésée. On pense juste que ce serait plus simple si tu reportais. Tu as toujours été si indépendante et tout le monde prévoit déjà de prendre l'avion pour la côte atlantique pour le grand jour de Chloé. Ce n'est que de la logistique. La logistique. Le mot a atterri comme un couteau. Cruellement ironique, étant donné que c'était ma carrière. Il me demandait de déplacer tout mon mariage parce que c'était logistiquement pratique pour ma sœur. Pendant un long moment, je n'ai rien dit. Le silence s'est étiré si longtemps que maman a commencé à le combler d'excuses. Tu sais comme c'est difficile pour ton père de prendre des congés. Ce n'est qu'une date. Chloé a déjà réservé son groupe de musique. J'ai finalement dit, très doucement, je t'ai donné ma date en premier, maman. Tu avais promis que vous seriez là. Il y eut une pause. Le genre de pause qui porte en elle toute une vie de hiérarchie. Puis elle a répondu, ma chérie, la situation de Chloé est différente. La famille de son fiancé a de l'influence. Il ne s'agit pas de choisir un camp. C'est juste plus simple comme ça. Et voilà, la même phrase, habillée différemment. C'est plus simple. Cette phrase m'avait suivi depuis l'enfance, justifiant toujours chaque petite exclusion. C'était plus simple de sauter ma cérémonie de remise de prix. Plus simple d'oublier mon anniversaire quand Chloé avait un récital. Plus simple de prétendre que mes réussites n'existaient pas parce qu'elles ne collaient pas à leur histoire. Cette nuit-là, j'ai appelé mon père. Sa voix était calme, presque désolée. Élise, tu sais comment est ta sœur. Si nous n'y allons pas, elle le prendra personnellement. Tu as toujours été la plus forte. Tu peux gérer ça. J'ai eu envie de rire. Gérer ça. Comme si gérer la négligence était une sorte de compétence héritée. Comme si des années à être ignorées me rendaient responsable de leur confort. Mais au lieu de ça, je n'ai rien dit. J'ai juste écouté sa voix s'évanouir dans le grésillement, hochant la tête comme si j'étais d'accord, bien qu'il ne puisse pas me voir. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté assise longtemps dans le noir, la lueur de ma bague de fiançailles captant la lumière de la fenêtre. Un symbole d'amour, oui, mais aussi un miroir de clarté. J'ai réalisé que j'attendais quelque chose qui ne viendrait jamais. Mes parents choisiraient toujours le chemin de la moindre résistance, et ce chemin portait le nom de Chloé gravé dessus. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai envoyé de SMS à personne avec colère. J'ai simplement ouvert mon ordinateur portable et regardé ma liste d'invités au mariage. 200 noms, de la famille aux amis en passant par les mentors. Et tandis que mes yeux parcouraient chaque nom, une pensée s'est formée, calme et stable. S'ils choisissent toujours Chloé, qu'il en soit ainsi. Je ne m'en dirai pas. Je ne rivaliserai pas. Je laisserai chacun choisir par lui-même. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est solidifié. Pas de l'amertume, mais de la détermination. J'ai pensé à chaque fois où j'avais été effacé des photos, à chaque chaise vide qui portait mon absence, à chaque fois que c'est plus simple m'avait servi de bouclier à la cruauté. Et j'ai décidé que cette fois, je n'attendrai plus une place à leur table. Je construirai la mienne et verrai qui aurait le courage de s'asseoir avec moi. J'ai acheté la villa en Toscane presque par accident. Ou du moins, c'est ce que j'ai ressenti à l'époque. C'était une annonce que j'avais enregistrée des mois auparavant, à une époque où je ne faisais que rêver de paix.
Mais la nuit où mes parents m'ont dit de reporter mon propre mariage, j'ai rouvert cette même page. L'écran brillait doucement dans le noir. Val d'Orcia, Sienne, 16 hectares, oliveraies, vignobles, villa en pierre restaurée. Les photos semblaient sorties d'une autre vie. Une lumière dorée se déversant sur des collines ondulantes, un toit de tuiles rouges brillant au coucher du soleil, des cyprès traçant la route comme des gardiens. J'ai fixé les images pendant des heures jusqu'à ce qu'une pensée se forme si clairement qu'elle ressemblait à une pulsation. S'ils ne veulent pas venir à ma table, je construirai la mienne ici. En une semaine, j'étais dans un avion pour l'Italie. La villa se trouvait à la lisière d'un petit village nommé San Chirico, où le temps semblait ralentir. L'air sentait le romarin et la terre chaude. Le vieux gardien, Signor Rossi, m'a tendu les clés avec un sourire fier et a dit dans un anglais à l'accent prononcé, « La maison attend quelqu'un qui la voit ». Je ne lui ai pas dit à quel point cette phrase me semblait destinée. Lorsque la lourde porte en chêne a grincé en s'ouvrant, la poussière s'est élevée en fin faisceau de lumière, tourbillonnant comme des souvenirs attendant de se poser. Les sols étaient en terre cuite fraîche, les murs en pierre pâle, chaque fenêtre encadrant un paysage trop parfait pour être réel, des vallées verdoyantes, un ruban d'argent d'une rivière, et au loin le faible son d'une cloche d'église qui sonnait exactement à midi. J'ai parcouru chaque pièce pieds nus, touchant les murs rugueux, les poutres en bois, les poignées en laiton froid qui portaient encore le froid des siècles. Derrière la villa s'étendaient des hectares d'oliviers, vieux, noueux, patients. Leurs feuilles scintillaient dans le vent comme de minuscules miroirs captant les secrets du soleil. Je me tenais parmi eux et pensais, voilà à quoi ressemble l'endurance. Pas bruyante, pas accent grave-l'œil, juste constante. J'avais passé des années à essayer de me prouver à des gens qui ne remarquaient que le bruit. Maintenant, je voulais le calme. L'achat s'est fait en silence. Pas de publication sur les réseaux sociaux, pas d'annonce. Ce n'était pas un trophée. C'était une réappropriation. La villa n'était pas une question de statut ou de vengeance. C'était le premier endroit que je sentais être à moi. Quand j'ai signé le document final, j'ai réalisé à quel point c'était symbolique. Mon nom seul sur l'acte de propriété. Aucune signature familiale, aucune approbation requise. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à la restaurer. J'ai engagé des artisans locaux qui traitaient la maison comme un être vivant. Chaque matin, l'odeur de plâtre à la chaux et de sciure de bois remplissait l'air, se mêlant à la lavande des champs. Nous avons remplacé les tuiles cassées, poli les portes en châtaignier, refait l'électricité. J'ai conçu la cour moi-même, une longue table en pierre sous une canopée de vigne, suspendue de petites lanternes dorées qui brilleraient comme des lucioles après la tombée de la nuit. J'imaginais des gens assis là, riant, partageant de la nourriture et des histoires, non pas parce qu'ils le devaient, mais parce qu'ils le voulaient. Cette image est devenue le plan de tout. La villa accueillerait un mariage, non pas le grand spectacle que ma famille avait imaginé pour Chloé, mais quelque chose de plus petit, de plus vrai. Pas de danse chorégraphiée, pas de faire-part doré, juste de la sincérité. Ce ne sera pas une performance, ai-je écrit dans mon carnet. Ce sera une promesse. J'ai appelé mon fiancé et lui ai exposé mon idée. L'Italie, a-t-il répété, moitié riant, moitié émerveillé. Tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr, ai-je dit. Si ce mariage doit signifier quelque chose, il doit être le nôtre, pas le leur. Il a fait une pause, puis a dit doucement, alors, faisons-le. Rendons-le réel. Alors que les préparatifs commençaient, je passais mes matinées à me promener dans les oliveraies. Les feuilles chuchotaient au passage du vent, le son ressemblant à de doux applaudissements de la terre elle-même. J'ai commencé à remarquer comment la vie se déroulait différemment ici. Les habitants ne se pressaient pas. Ils croyaient que les bonnes choses prenaient du temps. Le pain qui lève, le vin qui vieillit, la confiance qui grandit. Chaque coucher de soleil ressemblait à un pardon. Chaque aube a une seconde chance. Le soir, je m'asseyais sur la terrasse surplombant la vallée, esquissant des idées pour la disposition du mariage. La longue table s'étendrait de la cour à la première rangée d'oliviers, drapée de lin blanc, décorée de bougies et de simples fleurs sauvages. Je voulais que la journée ressemble à une étreinte, pas à un spectacle. J'imaginais les rires résonnant dans les collines, une musique assez douce pour qu'on puisse encore entendre le vent dans les branches. Il n'y aurait pas de hiérarchie, pas de table familiale séparée. Tout le monde s'assiérait ensemble, amis, cousins, grands-parents, car l'amour ne devrait pas avoir de catégorie. Parfois, quand les ouvriers étaient partis et que le ciel passait du doré au violet, je me promenais seul dans la villa,
touchant les murs de pierre fraîche et sentant l'histoire vibrer sous mes doigts. J'ai pensé à tout le temps que j'avais passé à chercher une approbation qui n'est jamais venue, à essayer de mériter un amour qui était toujours rationné. Ici, ce n'était pas nécessaire. La villa m'acceptait sans condition. Elle ne me demandait pas d'être plus simple, plus silencieuse ou plus comme Chloé. Elle se tenait simplement là, ancienne et ouverte, comme pour dire, tu es à ta place ici. Un soir, alors que les premières lumières scintillaient dans la vallée, j'ai versé un verre de Chianti et je me suis assise à la longue table qui venait d'être terminée. Le bois était chaud du soleil de la journée. J'ai posé une seule assiette, une bougie et un brin d'olivier à côté. Ce n'était pas un dîner. C'était une déclaration. J'ai murmuré aux chaises vides, c'est ici que l'histoire change. Quelque part au fond de moi, la blessure d'être oublié a commencé à se relâcher. Pour la première fois, le silence ne semblait pas solitaire. Il semblait sacré. Les oliviers se balançaient doucement, et leurs ombres se déplaçaient comme une danse lente sur la cour. Je pouvais presque entendre leur voix, stable, intemporelle, me rappelant que la paix ne vient pas du fait d'être choisi. Elle vient du fait de se choisir soi-même. Cette nuit-là, avant de rentrer, j'ai jeté un dernier regard à la villa illuminée et j'ai pensé, laissez-les avoir leur grande salle de bal, leur perfection mise en scène. Je n'avais pas besoin de lustre ni d'applaudissements. J'avais la lumière du ciel, la chaleur de la terre et assez de courage pour construire quelque chose à moi. Le lendemain matin, je commencerai à envoyer de nouveau des invitations, cette fois aux personnes qui comptaient vraiment. Celles qui m'avaient toujours vu, même quand ma propre famille ne le faisait pas. Le mariage ne viserait pas à prouver quoi que ce soit. Il viserait à devenir entière. La première personne que j'ai appelée était Rachel, ma cousine. C'était elle qui m'envoyait toujours un SMS pour mes anniversaires, même quand mes parents oubliaient. Celle qui m'avait un jour glissé 20 € lors d'un barbecue familial en chuchotant, ne le dis à personne. Je sais comment il te traite. Son numéro était toujours enregistré sous le surnom de Rach, la sincère. Quand elle a répondu, sa voix portait la chaleur familière de quelqu'un qui ne fait jamais semblant. Salut, Élise, quoi de neuf? J'ai hésité un instant, puis j'ai dit doucement, Rach, je voulais juste te dire que mon mariage a toujours lieu. Même date, mais pas en Provence. Elle a fait une pause. Pas en Provence? Attends, il s'est passé quelque chose? J'ai ri légèrement, bien que ma gorge se serre. Chloé a décidé de faire le sien le même jour. Maman et papa ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir au mien. Le silence à l'autre bout du fil a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis Rachel a expiré brusquement. Tu plaisantes. Ils ont vraiment. Après tout ça. Ouais, ai-je dit tranquillement. Ils ont dit que c'était plus simple comme ça. Une autre pause, mais cette fois ce n'était pas le choc. C'était de la lassitude. Tu sais quoi? A finalement dit Rachel. On en a marre de te voir traiter comme si tu ne comptais pas. Tu n'as pas besoin de me le demander 2 fois. Envoie-moi le lieu. On sera là. Sa voix s'est brisée sur ce dernier mot, on. Ce n'était pas de la pitié. C'était de la solidarité. Je lui ai parlé de la villa en Toscane, des oliveraies, de la cour avec la longue table sous les vignes. C'est petit, ai-je dit. Pas aussi chic que celui de Chloé, mais c'est honnête. Rachel a ri doucement. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Envoie les détails. Je le dirai à tante Marianne. Le lendemain matin, tante Marianne m'a appelé elle-même. Sa voix tremblait au début, puis s'est raffermie en quelque chose de solide. Élise, j'ai entendu ce qui s'est passé. Ta mère a dit à tout le monde que le mariage de Chloé serait l'événement familial, mais je pense que nous avons tous assisté à assez de leurs événements, n'est-ce pas? Je ne savais pas quoi dire. Elle a continué, ton mariage? Ça a l'air paisible, comme quelque chose de vrai. Ton oncle et moi en avons parlé hier soir. On en a assez de faire semblant. Nous serons en Toscane. J'ai fermé les yeux et laissé les mots s'imprégner. La phrase se répétait dans ma tête comme une musique, nous serons en Toscane. Un par un, j'ai contacté les autres. Élie, mon cousin de Strasbourg, qui me glissait des parts de gâteau supplémentaires quand nous étions enfants. Quand je lui ai dit, il a laissé échapper un sifflement bas. Alors, ils l'ont finalement fait, hein? Ils ont encore choisi Chloé plutôt que toi. Ouais, ai-je dit. Il a ricané, non pas par amusement,
mais par incrédulité. Tu sais quoi? Je ne suis pas surpris, mais je ne jouerai pas à leur jeu cette fois. Envoie-moi l'adresse par texto, Élise. Je meurs d'envie d'une excuse pour quitter le pays de toute façon. Ensuite, c'était oncle Rémi, le silencieux qui ne disait jamais grand-chose, mais qui arrivait toujours en avance pour aider à installer les chaises ou réparer les lumières cassées lors des réunions de famille. Il a écouté sans interrompre. Puis il a dit simplement, ils ont oublié ce que signifie la famille. Toi, non. Dis-moi quel jour je dois prendre l'avion. L'appel le plus difficile fut celui de grand-mère Hélène. Elle était la matriarche, celle qui avait toujours essayé de maintenir la paix même lorsque la famille se fracturait. Je n'étais pas sûr de sa réaction. Quand elle a décroché, sa voix était fragile mais claire. Mon Élise, a-t-elle dit doucement. Ta mère m'a dit que je ne devrais pas voyager si loin à mon âge. Mais j'ai vécu assez longtemps pour savoir que la distance ne se mesure pas en kilomètres. Elle se mesure par ceux qui sont présents quand ça compte. Les larmes me sont montées aux yeux avant que je puisse parler. Grand-mère, tu n'es pas obligée. Oh, je viens, a-t-elle interrompu gentiment. Et j'apporterai ma plus belle robe. Celle que je portais au mariage de ta mère. Je pense qu'il est temps qu'elle voie à nouveau quelque chose de beau. Quand l'appel s'est terminé, je me suis assise à la table de la cuisine de la villa, le soleil traversant la fenêtre et illuminant le verre de vin que je n'avais pas touché. J'ai réalisé que mes mains tremblaient, non pas de tristesse, mais de quelque chose de plus léger, quelque chose comme de l'émerveillement. Ce qui avait commencé comme une rébellion silencieuse se transformait en quelque chose de bien plus grand. En 2 jours, Rachel avait créé un groupe de discussion pour les proches. Au début, il s'appelait le plan de mariage. Mais après que grand-mère a envoyé un message disant « C'est la première fois que notre famille se réunit par amour, pas par obligation », Élie l'a renommé la vraie table familiale. Le nom est resté. Chaque matin, de nouveaux messages affluaient, photos de renouvellement de passeport, capture d'écran de vol réservé, lien vers des gîtes Airbnb près de la villa en Toscane. Tante Marianne a partagé une photo de son vieux chapeau de paille avec la légende « Pas porté depuis 98. Toscane, nous voilà. Rachel a envoyé une vidéo de ses enfants s'entraînant à dire des phrases en italien, gloussant à chaque grasie mal prononcé. Même oncle Rémi, le silencieux, a envoyé un simple pouce levé, sa façon de dire tout ce qu'il ne pouvait pas exprimer par des mots. Personne n'a mentionné mes parents. Personne n'a mentionné Chloé. C'était comme si toute la famille avait tacitement accepté de réécrire l'histoire. Un soir, alors que j'étais assise sur la terrasse de la villa, parcourant la conversation, j'ai vu apparaître le dernier message de grand-mère. Pendant des années, j'ai vu Élise être mise à l'écart. Mais cette fois, je pense que nous sommes tous fatigués d'assister à un spectacle. Nous voulons assister à quelque chose de vrai. En quelques minutes, des émojis cœurs ont rempli l'écran. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et regardé la liste des RSVP. Au début, elle était presque vide. Maintenant, la colonne à côté de chaque nom brillait en vert. Oui. 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 Rachel et sa famille, Élie et son partenaire, tante Marianne et oncle Rémi, grand-mère Hélène, et même des cousins éloignés de Lille et de Bruxelles avaient écrit « Comptez sur nous ». Je me suis penché en arrière sur ma chaise, regardant les oliviers se balancer doucement dehors. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas vengeresse. Ce que je ressentais était quelque chose de plus pur, comme la vérité se dévoilant lentement, à son propre rythme. Comme l'aube se répand sur les collines. Ce n'était pas une vengeance. C'était une révélation. Le genre qui n'a pas besoin de crier. Pour la première fois, j'ai réalisé que je n'avais pas à me battre pour appartenir. Je n'avais rien à prouver. Les personnes qui me voyaient vraiment, trouvaient déjà leur chemin jusqu'ici. Je ne les ai pas poursuivis. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement dressé une table et ils ont choisi de s'y asseoir. Alors que le soleil plongeait derrière les collines toscanes, peignant les murs de la villa en or, j'ai murmuré dans le silence, ce n'est pas une question de qui n'est pas venu, mais de qui est venu. Et pour la première fois, j'y ai vraiment cru. Les jours précédant le mariage ressemblaient à un rêve. Doux, doré, sans hâte. La Toscane début septembre brillait comme une peinture, et chaque lever de soleil semblait murmurer que j'avais fait le bon choix. La villa, autrefois un refuge tranquille de pierre et de silence, était maintenant vivante de mouvement et de rire.
des ouvriers se déplaçaient dans la cour, suspendant des guirlandes de lierre et de feuilles de vigne à la treille. Une longue table en bois s'étirait sous les vignes, sa surface polie lisse et chaude au soleil. En passant ma main dessus, j'ai pensé à toutes les années où on ne m'avait donné aucune place à table, et comment celle-ci était enfin la mienne à construire. L'air était rempli de petits sons magnifiques, des ciseaux coupant des tiges, des chaises raclant doucement sur les dalles, le léger bourdonnement d'une guitare accordée par un musicien local. Signora Lucia, la chef du village voisin de Pienza, arrivait chaque matin à l'aube avec un panier d'ingrédients frais du marché. Elle avait les cheveux argentés attachés en un chignon bas et des yeux qui portaient le calme de quelqu'un qui avait passé sa vie à nourrir les gens avec le cœur. Le premier matin où elle est entrée dans ma cuisine, elle a regardé autour d'elle, a touché le comptoir en marbre et a dit dans son anglais chantant aux accents italiens, « Cet endroit, il est de nouveau vivant ». Ensemble, nous avons planifié un menu de 6 plats qui ressemblait à une lettre d'amour à la Toscane. Des piscis faits main au beurre de truffe, une bistecca à la fiorentina grillée sur du bois d'olivier, des légumes rôtis au romarin et au sel de mer, et pour le dessert, la propre recette familiale de Lucia, un tiramisu avec des couches d'espresso et de vin marsala. Quand je lui ai dit que je ne voulais pas que le dîner paraisse extravagant, elle a hoché la tête fermement. Pas de performance, a-t-elle dit en agitant un doigt. Seulement de la sincérité. La nourriture doit réconforter, pas impressionner. La mise en place de la table reflétait le même esprit. Je n'ai choisi ni couvert en or, ni cristaux scintillants, juste du lin de couleur crème, des assiettes en argile faites à la main par un artisan local, et de simples bouteilles en verre remplies de branches d'olivier et de rose pâle. Chaque serviette était nouée avec un morceau de raffia et un brin de lavande, libérant son parfum dès qu'on la soulevait. Quand le soleil commencerait à baisser, nous allumerions les lanternes suspendues le long de la treille, des centaines d'entre elles brillant comme des lucioles capturées. Pour les cadeaux, je voulais quelque chose qui ne soit pas décoratif, mais significatif. J'ai donc travaillé avec un petit pressoir à olives du village pour produire des bouteilles d'huile d'olive pressée à froid provenant des arbres même derrière la villa. Chaque bouteille portait une étiquette imprimée en or doux, pour avoir été là. Ce n'était pas seulement un cadeau de remerciement. C'était un message, une reconnaissance silencieuse que la présence elle-même était de l'amour. Tard un soir, je me suis assise à la table de la cuisine, entourée de petites cartes et d'enveloppes. Sur chacune, j'ai écrit à la main, « Vous n'êtes pas seulement invité, vous êtes vu ». Mon écriture n'était pas parfaite, mais c'était peut-être là l'idée. C'était humain. Je voulais que chaque invité tienne quelque chose qui ressemble à un battement de cœur, un morceau de vérité qu'il pourrait ramener chez lui. Au fil de la semaine, la villa s'est transformée. La cour sentait les herbes fraîches et la pierre lavée par la pluie. Des fleuristes de Montepulciano sont arrivés avec des seaux de rose pâle et crème. Ils ont travaillé en silence, tissant les fleurs en arches et en guirlandes, tandis qu'une musique folklorique italienne jouait doucement depuis une enceinte portable. Quand ils ont terminé, ils ont laissé derrière eux non seulement des fleurs, mais un sentiment de révérence, comme s'ils comprenaient que ce n'était pas juste un mariage. C'était une guérison rendue visible. Un après-midi, je me tenais au bord du vignoble pendant que les techniciens testaient le système de sonorisation. Un violoniste a joué quelques notes, le son flottant doucement sur les collines, se mêlant au bourdonnement des abeilles et au bruissement des feuilles d'olivier. La lumière du soleil se déversait sur la terre en épaisses vagues dorées, et les raisins brillaient comme de petits bijoux sur leurs vignes. J'ai pris une profonde inspiration et, pour la première fois depuis des mois, l'air n'avait pas le goût de la tension. Il avait le goût de la paix. À l'intérieur, Lucia et ses assistants se préparaient déjà pour le dîner de répétition. L'odeur d'ail et de beurre flottait par les fenêtres ouvertes, se mêlant au rire du personnel. Je suis passé devant la cuisine et j'ai entendu Lucia donner des instructions d'un ton à la fois sévère et aimant. « Lentement, lentement », disait-elle à l'un des jeunes cuisiniers. « Le secret, c'est la patience. Comme l'amour. » Dehors, les menuisiers installaient les dernières touches, une petite estrade en bois pour les musiciens, un bar improvisé avec des vins locaux, et une entrée voûtée drapée de branches d'olivier et de tissu blanc. Quand je leur ai demandé comment ça se passait, l'un d'eux a souri et a dit, « Tous les mariages que nous construisons sont beaux, mais celui-ci semble honnête. » Cette nuit-là, quand le ciel est devenu indigo et que les grillons ont commencé à chanter, j'ai erré seul dans la cour. Les lanternes se balançaient doucement dans la brise, projetant une lumière ambrée sur les murs de pierre. La longue table se tenait prête, attendant. J'imaginais les rires qui rempliraient bientôt l'air, le son des enfants de Rachel se poursuivant dans le vignoble, le faible murmure des conversations, le tintement des verres sous les étoiles.
Je pouvais presque entendre la voix de grand-mère Hélène, douce et stable, disant « Tu vois, c'est ce que la famille aurait toujours dû être ». Je me suis dirigé vers le bout de la table et je me suis assise, posant mes paumes contre le bois frais. J'ai été frappé par le chemin parcouru, de la fille effacée des photos de famille à la femme qui avait construit son propre lieu d'appartenance. Les oliviers chuchotaient dans le vent, leurs feuilles scintillant comme de silencieux applaudissements. Lucia est sortie de la cuisine, son tablier saupoudré de farine. « Tout est prêt pour demain », a-t-elle dit en s'essuyant les mains. « Tu devrais te reposer. » J'ai hoché la tête mais je n'ai pas bougé. « Lucia ?» ai-je demandé doucement. « Pourquoi les gens se rassemblent-ils toujours autour de la nourriture ?» Elle a souri, ses yeux se plissant. « Parce que la nourriture dit la vérité. » Elle dit « Je te veux ici. » Quand elle est rentrée, je suis resté un peu plus longtemps, regardant les lanternes se balancer. Demain, ces sièges vides seraient remplis de gens qui m'avaient choisi, non par obligation, mais par amour. Et c'était là le miracle silencieux de tout cela. Je n'avais pas besoin de vengeance, de validation ou des excuses de quiconque. J'avais seulement besoin de ça. Le son du vent dans les oliviers, l'odeur du romarin dans l'air, et la promesse d'appartenance que j'avais construite de mes propres mains. Alors que je me levais enfin pour partir, l'horizon brillait d'un faible éclat doré. La villa semblait presque vivante au clair de lune, ses fenêtres comme des yeux vigilants, ses murs chauds du souvenir de tout ce qu'elle avait vu. J'ai touché le cadre de la porte avant d'entrer, murmurant « Demain, nous recommençons ». Et quelque part dans le calme de la nuit, j'ai eu l'impression que la terre elle-même me répondait « Bienvenue à la maison ». Le matin des 2 mariages arriva, 2 mondes différents se déroulant sous le même soleil. À Bordeaux, l'air était lourd d'humidité et de nervosité. La cérémonie de Chloé se tenait dans la grande salle de bal d'un hôtel, drapée de soie et de cristal. Mais alors que les invités commençaient à entrer, l'air semblait étrangement vide. Les rangées de chaises près de l'avant étaient à moitié vides, le brouhaha était étouffé. L'organisatrice de mariage tripotait son presse-papier, chuchotant dans son oreillette « On a raté un bus ». Mais il n'y avait pas de bus. Il y avait juste une absence, silencieuse, indéniable, se propageant dans la pièce comme un brouillard. À l'entrée, maman se tenait dans une robe lavande pâle, son sourire cassant. Elle vérifiait son téléphone entre 2 salutations polies, feignant de ne pas remarquer combien de visages familiers n'arrivaient pas. Peut-être que les vols ont été retardés, murmura-t-elle à papa, qui ajusta sa cravate et hocha la tête avec raideur. Mais la vérité pesait sur eux comme une ombre. Personne ne venait. À l'intérieur, Chloé s'éventait nerveusement, son maquillage commençant déjà à couler. « Où sont tante Marianne et grand-mère » chuchota-t-elle à sa demoiselle d'honneur. La femme se contenta de hausser les épaules, jetant un regard vers la porte. Le photographe tournait dans la pièce, ajustant ses angles, évitant discrètement les rangées vides. « Peut-être qu'on peut faire avancer tout le monde » suggéra-t-il doucement. « Pour que les photos soient plus pleines. » Chloé força un rire, mais sa voix se brisa. De l'autre côté de l'Atlantique, en Toscane, le même soleil déversait son or sur les champs d'oliviers. La villa scintillait comme si elle avait été peinte par la lumière elle-même. La cour bourdonnait doucement, non pas de bavardage, mais de chaleur. Les enfants de Rachel se poursuivaient entre les vignes, leur rire se mêlant au son de la guitare d'Élise s'accordant sous la treille. Grand-mère Hélène était assise au premier rang, sa main enroulée autour d'un petit rameau d'olivier qu'elle avait cueilli ce matin-là, symbole de paix et d'endurance. Élise se tenait près de la fenêtre de sa chambre, regardant les collines prendre une teinte de miel. La brise soulevait les rideaux blancs alors qu'elle enfilait sa robe. De la soie simple, douce et sans ornement, brillant faiblement à la lumière du soleil. Lucia avait insisté pour épingler un petit brin de feuilles d'olivier dans ses cheveux, disant « Per la fortuna ». Élise sourit, son reflet calme, ancré. Il n'y avait pas de scène, pas de performance, seulement la vérité qui attendait de se dévoiler. De retour à Bordeaux, la cérémonie commença. Chloé descendit l'allée, son bouquet tremblant légèrement dans ses mains. Ses yeux scrutaient la salle. Tant de visages manquants. Tant de chaises drapées de blanc mais intactes. Des chuchotements commencèrent à se propager parmi les invités. Où est le reste de la famille? Ses cousins ne venaient pas à tout, d'habitude. Étrange, même pas sa grand-mère. Le sourire de maman se figea davantage. Papa applaudit poliment lorsque l'officiant mentionna l'unité familiale, mais ses yeux se tournèrent vers le fond de la salle où 2 tables entières restaient vides. L'air semblait lourd, répété, étouffant.
Un spectacle joué pour personne. Pendant ce temps, en Toscane, la scène se déroulait comme une respiration libérée. Les invités étaient déjà assis sous les vignes, la longue table en bois bordée de fleurs sauvages et de bougies. Les collines s'étendaient à l'infini, la lumière douce et indulgente. Ellie gratta les premiers accords d'une mélodie douce alors qu'Élise sortait de l'arche en pierre de la villa, la traîne de sa robe chuchotant contre les pavés de la cour. Quand elle apparut, tout le monde se leva instinctivement. Grand-mère se tenait debout, brandissant son rameau d'olivier, des larmes brillant dans ses yeux. Rachel joignit ses mains sur sa poitrine, murmurant « Elle l'a fait ». Même le personnel s'arrêta un instant, la regardant traverser la cour alors que la lumière dorée se déversait sur ses épaules. Il n'y avait pas d'orchestre, pas de marche chorégraphiée, juste le bourdonnement des cordes de guitare, le bruissement des vignes et le doux soupir du vent italien. L'officiant, un ami local de Lucia, parlait un anglais lent et mélodieux, son accent riche et chaleureux. Aujourd'hui, dit-il, il ne s'agit pas de ce qui était absent, mais de ce qui est arrivé. L'amour ne se mesure pas au nombre d'invités, mais à ceux qui sont présents. Élise regarda autour de la table, chaque visage brillant dans le crépuscule. Des visages qui s'étaient autrefois détournés des rassemblements remplis de favoritisme, des visages qu'il avait choisis maintenant. Elle commença ses vœux non pas sur papier, mais de mémoire, sa voix stable et basse. À ceux qui sont là, dit-elle, marquant une pause alors qu'une brise passait à travers les oliviers. Cet amour est pour vous. Pour ceux qui sont venus même quand ce n'était pas facile. Pour ceux qui ont cru que j'étais assez avant que je ne le prouve. Pour ceux qui sont restés. Rachel essuya ses yeux. Ellie joua un accord doux en arrière-plan, les notes vibrant dans l'air doré. Grand-mère hocha lentement la tête, chuchotant « C'est ma fille ». De retour à Bordeaux, Chloé répéta ses propres vœux, sa voix faiblissant à mi-parcours. La salle semblait plus petite maintenant, le silence plus fort. Quelqu'un éternua, quelqu'un d'autre toussa. Lorsque l'officiant demanda « Y a-t-il quelqu'un qui s'y oppose ?», la pause qui suivit fut assez longue pour que tout le monde sente à quel point l'air était devenu vide. Le photographe prit des photos rapides, recadrant les chaises vides, son doigt crispé comme s'il essayait d'effacer la vérité. Plus tard, pendant la réception, maman força un rire en saluant des connaissances. « Oh, Élise, elle fait quelque chose de simple, loin d'ici. Vous savez comment elle est, discrète. » Papa se versa un deuxième verre avant d'avoir fini le premier. Chloé était assise, raide, à côté de son nouveau mari, essayant de ne pas remarquer les tables vacantes, les murmures, la façon dont les sourires des gens n'atteignaient pas leurs yeux. Et puis, alors que la nuit s'approfondissait, les téléphones se mirent à vibrer, l'un après l'autre. Un cousin, Ellie bien sûr, avait posté des photos de Toscane. Les images se propagèrent comme une traînée de poudre dans les groupes de discussion familiaux et sur les réseaux sociaux. Élise sous les vignes, souriant à côté de son mari tandis que les enfants de Rachel lançaient des pétales de rose en l'air. Grand-mère Hélène tenant le rameau d'olivier pendant que tout le monde applaudissait. La longue table en bois brillant sous les lanternes, entourée de visages pleins de rire et de vie. Sur une photo, toute la famille se tenait ensemble, bras dessus, bras dessous, les joues brillantes à la lueur des bougies, le ciel toscan peint en violet derrière eux. Au centre se trouvait Élise, sereine, radieuse, naturelle. Lorsque les photos atteignirent Bordeaux, la salle de bal sembla se figer. Les invités commencèrent à murmurer, tournant leurs téléphones les uns vers les autres. « Attends, ce n'est pas la famille ? Ils sont tous en Italie. » Le mariage d'Élise a l'air incroyable. À la table d'honneur, la main de Chloé s'arrêta en l'air, son verre tremblant. Maman se pencha, plissant les yeux vers l'écran. Une de ses amies le lui montrait. Le sang quitta son visage. Le sourire forcé de papa disparut, remplacé par un silence stupéfait. Personne ne parla pendant un long moment. Puis quelqu'un marmonna, presque à voix basse. Ils avaient le souffle coupé. Le photographe, sentant la tension, hésita avant de prendre une autre photo. Chloé regarda directement l'objectif, ses yeux brillants, ses lèvres serrées. C'était le genre de photographie que personne n'encadre, mais dont tout le monde se souvient. Et loin de là, en Toscane, Élise leva son verre sous les étoiles et dit doucement « À ceux qui sont présents, et à la famille que nous choisissons. » Les invités applaudirent. Les rires résonnèrent dans la vallée, et pour la première fois de sa vie, Élise n'attendait pas d'être vue. Elle vivait dans la lumière d'être vraiment choisie. Le lendemain du mariage, le soleil toscan se leva, lent et doré sur la vallée,
effleurant les murs de la villa de sa lumière comme une douce promesse. L'air portait encore la douceur des rires de la nuit précédente, de faibles échos de musique, de tintements de verre, et le murmure des voix qui avaient semblé être un foyer. La longue table en bois était maintenant parsemée de pétales et de verres à vin vides, traces de joie laissées derrière. Je me suis assise sur la terrasse avec une tasse de café, regardant les oliviers scintiller dans le vent. Ma robe était suspendue près de la fenêtre, encore légèrement parfumée de lavande et de fumée de bois. Pour une fois, mon esprit ne courait pas vers la prochaine chose à faire. Il était calme, entier. Et dans ce calme, mon téléphone se mit à vibrer. C'était maman. Pendant un instant, j'ai envisagé de le laisser sonner. Mais quelque chose en moi a murmuré, réponds. Pas pour eux, mais pour clore le chapitre. J'ai fait glisser mon doigt sur l'écran, le portant à mon oreille. Sa voix était vive, tendue, déjà en train de se briser. Élise, comment as-tu pu nous faire ça? As-tu la moindre idée de l'embarras que nous avons ressenti hier? Tout le monde au mariage de Chloé parlait de ton petit événement en Italie. Tu nous as fait passer pour des idiots devant notre propre famille. J'ai siroté mon café lentement, regardant la lumière du soleil ramper sur la table. Je n'ai rien fait, maman, ai-je dit tranquillement. J'ai juste célébré mon mariage. Les gens qui voulaient venir sont venus. Tu as divisé la famille en deux, a-t-elle lancé sèchement. Comprends-tu ce que ça donnait? Nous étions humiliés. Même le pasteur Martin a demandé où était ta grand-mère. Tu imagines? Comment as-tu pu nous mettre dans cette position? J'ai laissé ces mots flotter dans l'air. Il ne piquait plus. Il semblait juste fatigué. Je n'ai pas divisé la famille, ai-je répondu calmement. J'ai simplement cessé de me tenir là où je n'étais pas la bienvenue. Chacun a choisi où il voulait être, où il se sentait vu. Il y eut un silence, puis le son de sa voix se crispant de frustration. Tu te crois la victime dans tout ça? Tu nous as fait passer pour des sans-cœurs, Élise. As-tu la moindre idée de ce que les gens disent de nous? Avant que je puisse répondre, une autre voix est intervenue, ferme, basse et reconnaissable entre toutes. Judith. Maman se figea. C'était grand-mère Hélène. J'ai souri faiblement et j'ai activé le haut-parleur. Bonjour, grand-mère. Bonjour, ma chère, a-t-elle dit, son ton doux avant de se durcir en se tournant de nouveau vers ma mère. Judith, peut-être que maintenant tu vois enfin ce qui arrive quand tu oublies qui est vraiment ta famille. Mère, s'il te plaît, commença maman, la voix tremblante. Non, interrompit grand-mère. Je t'ai vu, toi et Robert, mettre cette fille de côté toute sa vie. Chaque fête, chaque célébration, ça a toujours été Chloé par-ci, Chloé par-là. Te souviens-tu de l'année où tu lui as offert le bracelet en or et où tu as dit à Élise qu'elle était trop vieille pour les cadeaux? Te souviens-tu de la remise de diplôme que tu as manqué parce que Chloé avait un rendez-vous chez le coiffeur? Moi, je m'en souviens. Et maintenant, tu es en colère que les gens aient enfin vu la vérité que vous cachez depuis des décennies. La voix de papa apparut faiblement en arrière-plan, essayant de paraître raisonnable. Mère, ce n'est pas juste. Nous n'avons pas oublié Élise. Nous avons juste choisi le mariage le plus simple où aller. Bordeaux était plus près. Nous pensions que c'était logique. La voix de la grand-mère s'aiguisa comme une lame. Non, Robert, tu n'as pas choisi ce qui était logique. Tu as choisi le confort plutôt que la conscience. Vous êtes allé là où vous n'auriez pas à affronter les conséquences de votre propre favoritisme. Et le reste d'entre nous, nous sommes allés là où l'amour vivait vraiment. La ligne devint silencieuse. Je pouvais presque entendre leur souffle à l'autre bout, pris entre la culpabilité et l'incrédulité. Finalement, maman reprit la parole. Son ton était plus doux, mais toujours sur la défensive. Tu fais comme si c'était si simple, mère. Tu ne sais pas ce que c'est que de gérer deux filles, de rendre tout le monde heureux. Je n'ai pas besoin de le savoir, dit grand-mère, sa voix stable. Parce que l'amour, ce n'est pas de la gestion, Judith. C'est être présent. Et hier soir, pour la première fois depuis des années, j'ai vu à quoi ressemble une famille. Des rires, de la musique, de la joie. Pas la perfection, pas les apparences, juste la vérité. Personne ne parla après ça. Le silence était presque lourd, mais purifiant. Je regardais l'horizon, les oliviers se balançant sous la lumière du matin, et je dis tranquillement, grand-mère a raison.
Je n'ai pas fait ça pour faire passer qui que ce soit pour le méchant. J'ai juste arrêté de courir après une place où je n'étais pas invité. Papa s'éclaircit la gorge. Tu es toujours notre fille, Élise. Nous ne voulions pas que ça tourne comme ça. Mais ça finit toujours comme ça, dis-je doucement. Vous n'aviez pas à choisir un camp. Vous aviez juste à être là. Un autre silence, plus long cette fois. Je pouvais les imaginer assis dans leur cuisine en Touraine, les murs tapissés de photos où j'étais toujours dans un coin, toujours légèrement hors du cadre. Finalement, maman soupira, le son petit et mince. Tu nous as blessés, Élise. Non, dis-je doucement. J'ai juste arrêté de vous laisser me blesser. Le calme qui suivit était du genre à mettre fin aux choses. Pas avec des cris, pas avec des larmes, mais avec une vérité qui ne peut être défaite. La voix de grand-mère brisa le silence une dernière fois, basse mais ferme. Je pense que ça suffit, Judith. Laisse-la tranquille. Elle a gagné sa paix. Je souris faiblement. Merci, grand-mère. Maman murmura quelque chose que je ne pus pas bien entendre, une excuse à moitié formée qui se dissolvait avant d'atteindre l'air. Puis l'appel se termina. Je fixai le téléphone un instant avant de le poser face contre la table. La vallée s'étendait devant moi, le ciel large et infini. Le même ciel qui avait surplombé chaque année où j'avais été ignoré, maintenant rempli seulement de lumière. Lucia sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. J'ai hoché la tête, souriant doucement. « C'est plus que bien. » Elle pencha la tête, curieuse. « Tu as l'air différente aujourd'hui. » J'ai enfin arrêté de mendier une place, dis-je, ma voix calme. Et j'ai construit la mienne à la place. Lucia sourit d'un air entendu, jetant un coup d'œil vers la longue table encore dressée de la veille. Des feuilles d'olivier éparpillées, des bougies à moitié fondues, le soleil se reflétant sur les verres vides. « Alors tu ne mangeras plus jamais seul, dit-elle. J'ai ri, un rire calme et libre. L'air était chaud sur mon visage, et quelque part dans l'oliveraie, un oiseau se mit à chanter. Pour la première fois de ma vie, je n'avais besoin de l'approbation, des excuses ou de la permission de personne. J'avais trouvé ma propre table, et les gens qui avaient choisi de s'y asseoir. La semaine après le mariage se déroula comme la douce lueur d'un long coucher de soleil doré. La Toscane était redevenue silencieuse, les invités étaient rentrés chez eux. Les musiciens avaient rangé leurs guitares et les lanternes sous les vignes avaient été enlevées. Pourtant, même dans le calme, la villa respirait encore la chaleur. L'odeur d'huile d'olive et de rose persistait dans l'air, et les rires semblaient résonner faiblement dans les murs de pierre, comme si la joie de cette nuit refusait de s'estomper. Ce matin-là, je me suis réveillé avec des dizaines de notifications du groupe de discussion familiale, la vraie table familiale. Rachel avait mis en ligne une série de photos. La longue table en bois baignait dans la lumière mielleuse du coucher de soleil. Grand-mère Hélène tenant son rameau d'olivier avec ce sourire doux et entendu. Les enfants jouant à chat sous les arbres pendant que Lucia servait des plateaux de pâtes fumantes dans le crépuscule. Les images transportaient plus que des souvenirs. Elles irradiaient la paix, une sorte de rédemption tranquille que tout le monde semblait ressentir. Sous la première photo, Élie avait écrit « Tu nous as donné la famille que nous avons toujours voulu ». Puis tante Marianne a ajouté « Pour la première fois depuis des décennies, je n'ai pas eu l'impression que nous faisions semblant d'être heureux ». Quelques cousins ont suivi, leur message pétillant de rire et de chaleur. L'année prochaine, de nouveau en Toscane, a écrit l'un d'eux, suivi d'une avalanche d'émojis cœurs et d'icônes de rameaux d'olivier. Quelqu'un a changé la photo de couverture du groupe pour l'image de nous tous à table, les têtes penchées les unes vers les autres, les yeux brillants à la lueur des bougies. Personne ne posait. Personne ne jouait un rôle. C'était imparfait, flou et totalement réel. En faisant défiler, un sentiment m'a envahi. Pas de la fierté, pas du triomphe, mais quelque chose de plus doux. J'ai réalisé que ce que j'avais construit n'était pas seulement un mariage. C'était un retour à la maison. Plus tard dans l'après-midi, alors que la lumière devenait douce, je me suis assise sur la terrasse avec une tasse de thé et j'ai regardé les vallées s'étendre à l'infini en contrebas. Mon téléphone a de nouveau vibré, cette fois-ci une notification des réseaux sociaux. Chloé avait posté ses photos de mariage. Les images étaient techniquement parfaites. Un éclairage impeccable, un décor coûteux, une salle de bal remplie de lustres en cristal. Mais les commentaires étaient rares, les j'aime moins nombreux que ce à quoi je m'attendais. Sa légende disait « Le plus beau jour de ma vie »,
entouré d'amour. Pourtant, la photo racontait une autre histoire. Derrière le sourire, il y avait une raideur, et un vide dans la foule. La section des commentaires est restée silencieuse pendant des heures jusqu'à ce qu'une de ses amies écrive enfin « Magnifique, Chloé », suivi d'un unique emoji cœur. J'ai fixé la photo un moment, non par méchanceté, mais par réflexion. La fille qui se serait autrefois sentie vengée par ce silence avait disparu. Je ne ressentais pas de satisfaction, seulement une compréhension profonde et calme. J'ai tapé un court commentaire sous sa publication, j'espère que c'était magnifique. Et je le pensais. Il n'y avait plus besoin de rivaliser. Pas de tableau de score, pas de satisfaction secrète. L'histoire s'était déjà réécrite d'elle-même, non pas par la vengeance, mais par la vérité. Ce soir-là, Rachel a appelé. Sa voix crépitait de chaleur au téléphone. Je n'arrive toujours pas à y croire, Élise, a-t-elle dit. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu nous as donné une raison de nous réunir à nouveau. Même oncle Rémi a dit que c'était la première fois qu'il voyait grand-mère rire aussi librement depuis des années. J'ai souri, traçant le bord de ma tasse. Ce n'était pas moi. C'étaient tous ceux qui ont décidé d'être là. Rachel a ricané. N'empêche, c'est toi qui as commencé. Tu as dressé la table. J'ai regardé les oliviers se balancer doucement dans la brise. Peut-être, ai-je dit, mais elle ne m'appartient plus. Elle nous appartient à tous. Alors que le soleil plongeait sous les collines, un nouveau message est apparu dans le groupe de discussion. C'était de grand-mère. Le monde court après les grands mariages et les photos parfaites. Mais ce qui s'est passé en Toscane n'était pas une question de perfection. C'étaient des gens qui se souvenaient comment aimer. Sous son message, les réponses sont arrivées rapidement. Ellie, je n'aurais pas pu mieux le dire. Rachel, comptez sur nous pour l'année prochaine. Marianne, ça va de soi. Je fis défiler le fil de discussion, souriant silencieusement. C'était comme si quelque chose de brisé depuis des générations avait été réparé, non pas bruyamment, non pas cérémonieusement, mais avec de petits points de suture constants de vérité. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Chloé. J'ai vu les photos. La Toscane avait l'air sympa. J'ai hésité un instant, puis j'ai simplement répondu. C'était paisible. J'espère que tu es heureuse. 3 petits points ont clignoté pendant un long moment, puis ont disparu. Aucune réponse n'a suivi, et d'une certaine manière, c'était suffisant. Je me suis adossé à la chaise, laissant l'air de la nuit m'envelopper. Les lumières de la villa brillaient doucement à travers les fenêtres, projetant des halos doux sur la cour. Je pouvais encore entendre de faibles rires des souvenirs qui avaient pris racine ici, le genre qui persisterait longtemps après que tout le monde soit parti. La guérison, ai-je réalisé, n'arrive pas toujours comme le tonnerre. Parfois, elle vient tranquillement, dans des repas partagés, dans un pardon tacite, dans un simple rameau d'olivier passé à travers une table. J'ai pris l'une des bouteilles cadeaux restantes, l'huile d'olive étiquetée pour avoir été là, et je l'ai placée sur l'étagère au-dessus de la cheminée. Elle captait la lumière des lanternes extérieures, brillant d'un éclat doré. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à attendre que quelqu'un me donne son approbation, à dire enfin, tu en as fait assez. Mais je n'avais plus besoin de cette phrase. Le lendemain matin, lorsque j'ai ouvert le groupe de discussion, il y avait un dernier message de grand-mère, envoyé juste avant l'aube. Peut-être que pour Noël prochain, nous nous réunirons à nouveau, non pas par obligation, mais parce que l'amour est une raison suffisante. Je l'ai fixé pendant un long moment, la poitrine chaude de quelque chose d'indicible. Il ne s'agissait plus de gagner ou de prouver quoi que ce soit. La vérité avait déjà fait son travail silencieux. Ce qui restait, c'était l'appartenance, et la paix qui vient quand on arrête enfin de se battre pour la reconnaissance et qu'on commence à vivre dans la gratitude. J'ai regardé les rangées infinies d'oliviers, leurs feuilles argentées captant la lumière, et j'ai murmuré, oui, grand-mère. L'année prochaine, encore. Et à ce moment-là, j'ai compris que ce n'était plus de la vengeance. C'était un renouveau. Une semaine après le départ du dernier invité, la Toscane retrouva son rythme tranquille, le bourdonnement des cigales, le murmure des feuilles d'olivier, l'odeur de la terre chaude après une légère pluie. Le rire qui avait rempli la villa était maintenant un souvenir, mais il persistait doucement, comme l'écho d'une belle chanson qui ne voulait pas tout à fait se terminer. Ce soir-là, j'ai allumé quelques bougies dans la cour. Pas de musique, pas de décoration, juste une lumière douce,
un repas simple et 3 assiettes vides dressées en face de la mienne. Quand j'avais envoyé le message invitant mes parents et Chloé, je ne m'attendais pas à une réponse. Mais à ma surprise, ce matin-là, maman a texté « Nous viendrons ». Les mots étaient courts, prudents, mais réels. Maintenant, alors que le soleil se couchait sur les collines, j'ai vu leur voiture serpenter sur le chemin de gravier. Ma poitrine s'est serrée, non pas de peur, mais de quelque chose de plus lourd, le poids d'années de non-dit. Quand ils sont sortis, l'air semblait fragile, comme si toute la vallée retenait son souffle. Papa a fait un petit signe de tête incertain. Maman a regardé autour de la cour, ses yeux parcourant les oliviers, les lanternes, la table. « C'est magnifique ici », a-t-elle dit tranquillement. Chloé se tenait derrière eux, habillée simplement, sans aucune trace du glamour étudié qu'elle arborait autrefois. Ses yeux ont rencontré les miens, incertains, mais pas hostiles. « Entrez », ai-je dit doucement. Le dîner est prêt. Nous nous sommes assis à la longue table en bois. J'ai versé le vin, un Chianti, rouge profond comme le coucher de soleil qui s'estompait derrière nous. Le silence s'est d'abord étiré, rempli seulement par le bruit des couverts et le léger bruissement du vent dans les vignes. La lueur des bougies dansait sur leurs visages, familiers, vieillis, et pourtant en quelque sorte nouveaux. Finalement, j'ai parlé. Ma voix était stable, presque douce. « Je n'ai pas fait ça pour vous humilier », ai-je dit. J'avais juste besoin de savoir qui serait là pour moi. Les yeux de maman se sont instantanément embués. Elle a posé sa fourchette, sa voix tremblante. « Élise », a-t-elle murmuré. « Nous avons eu tort. Nous pensions faire ce qui était juste pour la famille, ce qui rendait les choses plus simples. Mais la vérité, c'est que nous ne voulions tout simplement pas affronter à quel point nous t'avions blessé. » Ses mains tremblaient en attrapant son verre. « Tu as toujours été la plus forte. Nous nous sommes dit que tu n'avais pas besoin de nous, que tu t'en sortirais quoi qu'il arrive. » Mais en regardant cette vidéo de Toscane, en voyant grand-mère, les cousins, tout le monde ensemble, j'ai réalisé quelque chose. Tu n'as jamais été forte par choix. Tu as été forte parce que nous ne t'avons pas laissé le choix. Les mots ont ouvert quelque chose en moi. Pas de la colère, pas de la justification, juste une douleur qui attendait depuis des années d'être expirée. Papa s'est éclairci la gorge, la voix basse. Ta mère a raison. Nous n'avons pas réussi à te voir, Élise. Chaque fois que tu réussissais quelque chose, nous l'ignorions parce que nous ne le comprenions pas. Et quand Chloé a annoncé son mariage, nous avons pensé. Nous avons pensé que tu comprendrais encore. Il a soupiré, les yeux lourds. Mais comprendre, ce n'est pas la même chose que l'amour. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Les bougies brûlaient plus bas. Je pouvais entendre le faible chant des grillons s'élever du vignoble. Puis Chloé a finalement levé les yeux. Sa voix était à peine un murmure. « Je ne voulais pas te faire de mal », a-t-elle dit. « Je voulais juste être vue, moi aussi. Tu semblais toujours si calme, si intouchable. Et je pensais que si j'avais le plus grand mariage, peut-être que pour une fois, tout le monde me regarderait. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Je ne pensais pas qu'il te choisirait plutôt que moi. Je ne pensais pas qu'il partirait. » J'ai tendu la main sur la table, mes doigts effleurant le rameau d'olivier au centre. « Ils n'ont pas choisi contre toi, Chloé, » ai-je dit tranquillement. « Ils ont choisi l'amour, celui qui n'a pas besoin d'une scène. » Elle a baissé les yeux, hochant lentement la tête, ses larmes tombant silencieusement sur la nappe. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, il n'y avait pas de mur entre nous, juste la vérité, mise à nu et tremblante, comme la lumière perçant de vieilles fissures. Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça. Nous n'en avions pas besoin. Le repas est devenu une communion silencieuse. Le tintement des verres, le léger grattement des fourchettes, l'air passant de la tension à la tendresse. Le vin adoucissait tout ce qu'il touchait. Quand maman a finalement tendu la main et a pris la mienne, elle n'a pas dit « je suis désolée ». Elle a juste tenu bon, et d'une certaine manière, c'était suffisant. Après le dessert, alors que les bougies vacillaient plus bas, je me suis levé et j'ai marché vers la chaise vide au bout de la table. Du panier à côté, j'ai pris un petit ruban vert olive, le même que j'avais noué autour des bouteilles cadeaux des invités, et je l'ai enroulé autour du dossier de la chaise. Le tissu scintillait doucement à la lueur des bougies. Maman a regardé, ses yeux interrogateurs. C'est pourquoi. J'ai souri faiblement.
Pour la fille qui a un jour attendu d'être choisie. Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis les mots de grand-mère de l'appel une semaine plus tôt ont résonné dans mon esprit, l'amour, ce n'est pas de la gestion, c'est être présent. J'ai regardé ma famille. La mère qui avait enfin appris à écouter. Le père qui avait mis de côté sa fierté. La sœur qui avait trouvé le courage d'admettre sa peur. Et j'ai senti quelque chose de doux s'installer dans ma poitrine. Le pardon n'était ni grand ni bruyant. Il n'avait pas besoin d'être déclaré. Il arrivait simplement quand le combat cessait. Quand ils sont partis plus tard dans la nuit, l'air était devenu frais et calme. Chloé m'a serré dans ses bras avant de monter en voiture, ses bras hésitants mais réels. Maman s'est attardée à la porte, des larmes brillant dans ses yeux. On pourra revenir un jour, a-t-elle demandé doucement. Bien sûr, ai-je dit. Il y a toujours une place. Quand les feux arrière ont disparu en bas de la colline, je suis retourné dans la cour. Les bougies étaient presque éteintes, leur dernière flamme petite et stable. Je me suis assise à côté de la chaise vide, traçant le ruban d'olivier avec mes doigts. Au-dessus de moi, les étoiles scintillaient comme du sel éparpillé, et l'odeur des oliviers flottait dans l'air. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré dans le calme, vous n'avez pas besoin de vous battre pour une place à la table de quelqu'un d'autre. Construisez la vôtre, et laissez les bonnes personnes trouver leur chemin jusqu'à elle. La nuit a répondu en silence, douce et infinie. Le ruban se balançait doucement dans la brise, non pas comme un rappel de la douleur, mais comme un symbole de paix. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme la fille laissée hors de la photo. J'étais celle qui tenait le cadre.